Pascal Lereste, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Le karatéka et sa tribu. Alors, pouvez-vous nous parler de votre livre? Bien sûr, ce livre, Le karatéka et sa tribu, mythe et réalité, est un livre en fait issu de ma thèse de doctorat en ethnologie sur le karaté de Maître Kamohara. Alors, c'est un livre qui est une réduction en réalité de ma thèse qui au préalable a été publiée quasiment in extenso aux presses universitaires du Septentrion. Et je voulais, à la suite de cette publication au Septentrion, je voulais donc faire quelque chose qui soit plus lisible par le plus grand nombre, et notamment par les amateurs d'arts martiaux et de karaté. J'ai retravaillé l'ensemble de mon propos pour pouvoir clarifier les raisons fondamentales qui président à l'essor et au succès du karaté en France. Car le karaté est un art martial qui vient d'Asie du Sud-Est, du Japon, qui appartient au budo japonais et donc à la tradition chevaleresque japonaise, et je me suis interrogé sur les raisons de son succès et de son implantation en France. Donc pour faire ce travail, je me suis moi-même assigné à une certaine discipline et j'ai pratiqué le karaté d'abord de façon très intense, à peu près une quinzaine d'heures par semaine. Et puis chemin faisant, j'ai gravi des grades jusqu'à obtenir tout d'abord la ceinture noire et jusqu'à obtenir le quatrième dan en France, et également une ceinture noire quatrième dan au Japon. Ce qui me permet en fait de pouvoir traduire de façon très proche, avec une certaine proximité, je dirais, les fondamentaux de cette technique corporelle très particulière. Car de traiter la question du karaté en ayant une certaine distance par rapport à l'objet, ça ne permet pas de comprendre les éléments culturels qui sont intégrés dans toute la gestuelle corporelle qui est très évidente dans le karaté, peut-être plus dans le karaté que dans les autres arts martiaux tels qu'enseignés en France, et je pense notamment au judo. Voilà, donc en fait j'introspecte toutes les dimensions, je m'intéresse au salut par exemple, mais à toutes les techniques dites des katas, qui sont en fait des sortes de chorégraphies, où il s'agit pour le pratiquant de livrer un combat réel contre des adversaires fictifs. Et donc dans les katas, il y a toute la mémoire gestuelle en fait, des techniques de pied, de poing, de coude, de genoux, etc. De doigts également. Et je montre en fait que les katas eux-mêmes intègrent des symboliques, et que ces symboliques, eh bien, elles renvoient aussi à des éléments qui permettent de garantir la bonne santé. Il y a des katas que les Japonais pratiquent l'hiver, d'autres l'été. Et je montre aussi quel sens ça peut avoir ici, chez nous, cette pratique des katas par exemple, qui reste très forte et qui importe au premier plan pour obtenir les grades de ceinture noire, puis ensuite premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième dan. Et je montre en fait que cette transplantation, eh bien, elle a un sens par rapport à notre propre histoire qui elle-même entretient quelque chose de très mythifié autour de la chevalerie. Et je montre donc qu'il y a une certaine proximité aussi dans des signes et des symboles entre les cultures françaises et les cultures nippones. Voilà, et pour cela, je convoque un certain nombre d'auteurs, d'historiens notamment, et c'est d'ailleurs un historien, Jean-Jacques Dutrieux, qui a préfacé mon livre, Le karatéka et sa tribu, mythe et réalité.